Je pense que maintenant, ça doit être obligatoire dans les règlements d'avoir un homme de coin. Et en plus de ça... Ah, mais ça l'était déjà obligatoire. Ça l'était déjà. Ah oui, okay. Ça l'était déjà. C'est pour ça qu'ils cherchaient désespérément quelqu'un. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition pour un nouvel épisode du Martial Azur Podcast. Aujourd'hui, on va parler de boxe française. Avant de débuter, je vais vous rappeler que si jamais vous êtes intéressé par les ouvrages de boxe française, vous pouvez vous rendre sur notre site internet budo.fr pour découvrir le livre de Jérôme Huon à propos de la savate boxe française. Aujourd'hui, on est avec Franck May du Nice Boxing Team Franck May et sa fille qui est aussi monitrice de boxe française. Donc avant tout, je vais vous laisser vous présenter pour les auditeurs qui vous découvrent. Je m'appelle Franck May, j'ai 67 ans, je pratique la savate boxe française depuis fort longtemps maintenant. C'en est même devenu c'en était une passion et c'en est devenu une activité professionnelle à temps plein. Et vous avez amené avec vous votre fille qui est aussi monitrice de boxe française. Même chose, je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi c'est Adeline May, du coup fille de Franck May. J'ai 30 ans et je suis ancienne athlète de haut niveau dans la discipline, également monitrice et aussi vice-présidente du club. Alors la première question que j'aimerais vous poser pour les auditeurs qui découvrent peut-être pour la première fois la boxe française, qui ne sont pas encore dans les arts martiaux ou dans les sports de combat, c'est quoi la boxe française? Ça consiste en quoi? Alors, la savate boxe française, c'est une discipline pied-point qui associe pour les poings la boxe anglaise. Pour les pieds, on pourrait assimiler ça au coup de pied de karaté ou de taekwondo, sauf que ça se fait avec des chaussures. C'est pour ça quelque part on l'appelle savate boxe française. Ouais. C'est ironique, mais il existe deux formes d'opposition. C'est ce qui fait quelque part l'attrait et le charme de cette discipline. L'assaut, où les coups ne sont pas portés réellement, ils sont touchés. Ça s'adresse aux enfants, aux ados, aux adultes aussi. Et Adeline en est un exemple. Et le combat, où bien sûr là, les coups sont portés réellement. Et c'est ce qui fait sur le plan pédagogique et sur le plan attrayant du sport de combat, le fait qu'il y ait ces deux formes d'opposition. Oui, parce que ça permet pour les gens qui débutent d'avoir une forme d'opposition qui est un peu plus sécuritaire et qui permet, c'est comme une forme d'escrime pied-point. Alors, c'est trop que vous en parliez parce qu'en fait, la savate boxe française s'inspire aussi de l'escrime. Et dans certains livres, ils en font référence. Et c'est ce qui fait, j'allais dire, le charme de cette discipline et l'attrait de cette discipline, c'est que tout le monde y trouve son compte. Le grand public entend souvent parler de savate, chausson et boxe française. Il y a une différence technique entre ces trois choses? Ce sont différentes approches techniques, tactiques de la discipline. On va remonter le temps parce que le chausson, il est d'origine marseillaise. On appelait ça le chausson marseillais d'ailleurs. Et la savate était plus de l'époque de Vidocq. Ouais. Pour remonter encore plus le temps. Oui, donc c'est la fin du 19e, début 20e siècle. C'est ça. Et en fait, la boxe française est, j'allais dire, la continuité de ces disciplines avec la régulation sur le plan technique, sur le plan tactique. L'armée, on parle de armer les coups. Oui. Tous les coups tous les coups de pied en tout cas, doivent être armés pour être enregistrés. Alors quand je dis enregistrés, c'est comptabilisé par l'arbitre. Pour l'assaut et efficacité maximale pour le combat. Bon, c'est des termes dont on entend parler, mais qui en fait remontent plutôt à ce qui existait avant la boxe française moderne. Mais maintenant, il existe donc plusieurs formes de combat. On a parlé de l'assaut, on a parlé des combats véritables en réalité. L'assaut, c'est quelque chose qui est plutôt tourné vers les enfants ou ça se tourne aussi vers les adultes? Là, je vais m'adresser plutôt à votre fille. Elle fait non déjà de la tête. Elle va bondir. Ok, alors expliquez.
C'est pas que destiné aux enfants. Forcément, c'est l'âge où on peut débuter plus facilement, donc c'est plus abordable pour eux parce que forcément, c'est à la touche. Mais non, après, c'est pour les ados, les jeunes adultes et les adultes jusqu'aux seniors. Ça concerne tout le monde. On peut exercer en compétition jusqu'à 40 ans. Ça reste quand même un public assez ouvert. Et au contraire, très, très, très accessible. Et on retrouve donc les mêmes types de personnes dans les deux formes, que ce soit la forme assaut ou la forme combat plus dure, disons. Du coup, combat, c'est à partir de 18 ans. Donc déjà, ça ne concerne pas les enfants, forcément. D'accord. Et les jeunes adolescents. Ok. Donc, dans ces formes-là, c'est comme en boxe anglaise ou dans les autres formes de boxe, il y a des catégories d'âge, de poids. Oui, bien sûr. Je crois qu'en boxe française, il y a une catégorie élite. Aussi, il y a des catégories de niveau d'expérience, c'est ça ? Oui. Ok. Surtout en combat, ça concerne, du coup, il y a les juniors et les élites. Il y a 2 catégories d'élite, élite B et élite A. Sachant qu'élite A, c'est vraiment le gratin, on ne peut pas aller plus haut. Ok. Oui, donc c'est un petit peu le même système dans tous les styles de boxe. On va séparer les gens en fonction de leur poids et aussi en fonction de leur expérience. On ne fait pas combattre les débutants avec les expérimentés, c'est évident. Et c'est pas très prudent. Ces combats de boxe française, ces assauts, que ce soit les assauts donc, ou les combats, c'est des formes de martialité qui sont pour le grand public proches du karaté, du taekwondo, qui ne voient pas forcément les différences. Est-ce que vous pourriez expliquer les différences vraiment techniques ? Par exemple, qu'est-ce qui différencie un coup de pied de taekwondo d'un coup de pied de boxe française ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans les fondements qui est différent ? Je serais tenté de dire que ça ressemble, ça a le goût, ça en a la couleur. Je vais faire référence à une publicité. Ouais. Mais ça n'en est pas. Ok. Et est-ce qu'il y a des fondements stratégiques ou techniques qui sont par exemple très différents ? Je sais que vous avez été un moment directeur de la SBTP, donc vous connaissez bien les autres pratiques martiales, le karaté, le taekwondo par exemple. Bien sûr. Est-ce qu'un boxeur qui fait de la boxe française, il met fondamentalement les coups de pied différemment de quelqu'un qui fait du taekwondo ou du karaté ? Oui. Il faut être, j'allais dire, réaliste et honnête. Les coups de pied de savate boxe française sont spécifiques à la discipline, même si, par exemple, et pour l'avoir fait, d'aller pratiquer un peu le karaté, d'aller pratiquer un peu le taekwondo. Comme je disais tout à l'heure, ça a le goût, ça ressemble, mais ça n'en est pas. Et les coups de pied de boxe française ont cette spécificité. Qui doivent être armés. Tous les coups de pied doivent être armés et surtout à distance. Pas de frappe avec le tibia, pas de frappe. Donc c'est complètement l'inverse de la boxe thaïlandaise où on met les coups de pied très proches. Par exemple. Ok. Et c'est intéressant cette différence technique. Je pense que ça vient aussi du port de la chaussure. La chaussure est utilisée un peu comme une arme en fait. C'est pas un peu, c'est une arme. Ok. Redoutable. Bon, très bien, au moins c'est clair. Oui, effectivement, les coups de pied reçus avec les chaussures, c'est pas du tout comme les coups de pied mis pieds nus, ça n'a aucun rapport. C'est clair. En général, pieds nus, ils se font mal aux orteils, ils se font mal aux pieds. Les deux font mal, mais la chaussure, les deux font très mal, mais les chaussures, c'est une arme redoutable. Et en plus, les chaussures, les pointes des chaussures, elles sont, je vais faire juste le bruit, elles sont coquées, Ouais, c'est du bois pratiquement. C'est du bois. Le talon, n'en parlons pas. Donc, comme le chassé est donné avec le talon, comme le fouetté est donné avec la pointe du pied, alors il est autorisé à être donné avec le coup de pied, mais il n'a pas la même efficacité que la pointe de la chaussure. Et ça en devient une arme redoutable. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que la distance, du coup, n'est pas la même. Vous l'avez évoqué. En boxe thaïlandaise, par exemple, on va être très proche parce qu'ils utilisent les genoux, les coudes, etc. Et puis, ils mettent des coups de poing à très courte distance. En boxe, coups de coude aussi. Ouais. En boxe française, il y a je pense, d'un point de vue vraiment de néophyte, une prédominance des jambes à longue distance. Je crois qu'il y a 60% de coups de pied dans un combat de boxe française. C'est un petit peu plus les coups de pied que les coups de poing quand même. Oui. Ok. Et dans un combat de boxe française, ce qu'on voit d'un point de vue extérieur, en tant que public je parle, c'est que les boxeurs sont très mobiles. Dans un combat de karaté, souvent ils sont très ancrés dans le sol, très fixes. Là, ils utilisent beaucoup le ring, l'entièreté de l'espace du ring. Et ça, c'est un travail tactique, je suppose, qui est particulier. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots ? C'est propre à la boxe française parce qu'au-delà des arts martiaux, c'est aussi dans les autres sports de combat où nous, on privilégie beaucoup les déplacements. Comme vous disiez, c'est quelque chose de tactique. On est très mobile et c'est ce qui aussi nous différencie un peu au niveau cardio-explosivité des autres disciplines où on est un peu plus poussé dans ce domaine-là parce qu'on n'est quasiment pas statique.
Et donc, il y a un proverbe en boxe anglaise qui dit que quelqu'un de statique est un homme mort. Je suppose qu'en boxe française, c'est la même chose. Ok, bon, très bien. Et il est même plus que mort. Ouais. Alors, il faut éviter le coin et il faut éviter d'être statique. En gros, donc, faut toujours bouger dans le ring. Il n'y a pas, par contre, cette occupation du centre du ring qui est importante, j'ai l'impression. Peut-être moins qu'en boxe anglaise? Alors, beaucoup moins qu'en boxe anglaise, mais pour autant, elle est là parce qu'en fait, on appelle ça le travail technico-tactique. Il y en a qui aiment se déplacer, qui aiment bouger, qui aiment provoquer, et puis il y en a, par moment, à un moment dans l'assaut ou le combat, c'est de laisser son adversaire au milieu du ring et lui imposer le rythme de l'échange. Et on rentre dans l'aspect technico-tactique de la savate boxe française. Je vais le dire comme je le dis souvent, la savate boxe française, c'est deux cerveaux qui s'opposent. Pas que de physique. Il faut un physique, il faut une grosse condition physique, il faut une très bonne technique, il faut être armé jusqu'aux dents, comme on dit. Mais c'est surtout... Oui, il y a donc à la fois une préparation physique spécifique, mais aussi une préparation mentale et tactique. Est-ce qu'on prépare les combats en fonction du type d'adversaire ou on ne sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé? Je suppose qu'on ne connaît pas vraiment les adversaires à l'avance. C'est ce que j'allais dire. Ça dépend. En général, vu que c'est quand même un milieu où on se connaît à peu près tous, il y a de temps en temps de nouvelles têtes. C'est vrai que ça fait aussi partie de la prépa, que ce soit de l'assaut ou du combat, que ce soit physique ou mental, de savoir à peu près sur qui on peut tomber, de regarder, d'analyser un petit peu les adversaires. Ça peut aider aussi sur la prépa. C'est un peu comme en judo, c'est-à-dire qu'en fonction du tableau qu'on tire, on va savoir le jour de la compétition qui on va combattre. Mais c'est vrai que si, au fur et à mesure des compétitions, on rencontre toujours les mêmes en demi-finale ou en finale, on finit par se dire à l'entraînement, tiens, je vais plutôt faire comme ça parce que celui-là, ok. Bon. Mais surtout sur les grosses échéances où on sait à peu près sur qui on va tomber, surtout si ça tombe en finale. Par exemple, finale France, on sait contre qui on va boxer, parce que souvent, c'est pas sur le même week-end. Donc là, forcément, la prépa... D'accord, donc on peut savoir quelques jours à l'avance. Voire même quelques semaines. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, et c'est au regard de cette préparation, quand on sait qui on rencontre et qu'il sait qui il va rencontrer, qu'il y a, j'allais dire, des entourloupes technico-tactiques. Possible, oui. Les pratiquants de sport de combat vont savoir de quoi on parle. Qui font que ce soit moi ou d'autres, ma spécificité était le travail en contre, le travail en chassé. Et en fait, sur certains combats, d'aller surprendre l'adversaire en allant le chercher alors que j'étais étiqueté comme quelqu'un qui travaillait en contre, qui travaillait... Voilà, c'est ce qui permet, c'est pour ça que je parlais de ces deux cerveaux qui s'opposent. On doit avoir la capacité, et c'est ce qui fait la spécificité de la savate boxe française, la capacité de modifier sa boxe, de changer sa boxe, d'adapter sa boxe ou de réadapter pendant le combat, pendant le combat ou l'assaut, ce qu'on avait décidé de faire ou ce qu'on n'avait pas décidé de faire et qui nous est imposé par l'autre ou par soi-même. Oui, c'est une stratégie qui est vieille comme le monde, mais que... je crois que le combat qui illustre le mieux ça, alors moi je connais un peu plus la boxe anglaise, c'est Mohamed Ali contre George Foreman, parce que Ali était connu justement pour bouger beaucoup, et dans ce combat-là, il est resté dans les cordes et il a fatigué Foreman pendant des rounds et des rounds. C'est une image de l'aspect technico-tactique et de l'impact psychologique que peut avoir... le fait de changer de stratégie. Un adversaire qui s'attend à un certain type de combat va en rencontrer un totalement différent. Et il y a aussi d'autres variables. Il y a le nombre de rounds et le temps de repos. Alors, est-ce que ça change en fonction des catégories d'âge? Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Chez les jeunes, enfants et ados, on est sur 3 reprises sur 1 minute 30 avec 1 minute de repos. Du moment qu'on passe chez les adultes, juniors ou seniors, en assaut, on est toujours sur du 3 fois 2 minutes avec 1 minute de repos. Et en combat, ensuite, on peut aller jusqu'à 5 reprises de 2 minutes. Ok, donc c'est des rounds de 2 minutes. C'est pas comme en boxe anglaise qui serait 3 minutes. Non. Et ces reprises-là sont donc séparées par des temps de repos. Là, il y a le rôle du coin qui est très important. Est-ce que en boxe française, comme en boxe anglaise, le coin donne des conseils, permet aux boxeurs de se réhydrater? Il y a tout un travail là aussi à faire pour les entraîneurs. Alors, pour avoir été les deux... Ça, c'est toi. Pour avoir été les deux, il est clair, moi, quand j'ai commencé ma carrière,
On me surnommait le touriste parce que j'avais pas j'avais pas de coach. Donc j'arrivais sur le lieu de la compétition, c'était devenu même une blague, et je demandais à un tel, je commençais un petit peu à poindre le bout de mon nez dans la compétition et de dire ça te dérange pas de me coacher, et il me disait mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Franck? Je dis c'est pas grave, rien, tu me dis rien, tu me donnes à boire, ça ira bien, mais il me faut quelqu'un dans le coin. Ouais. C'est une obligation. J'aurais préféré avoir effectivement quelqu'un dans le coin qui puisse me diriger, mais en fait ça n'a fait qu'augmenter mes capacités d'appréciation de ce que faisait l'autre. C'était vraiment, j'étais obligé de faire, on parle souvent de reprise ou de ronde d'observation, de faire à l'autre ce qu'il savait faire, de montrer ce qu'il savait faire, ou de montrer ce qu'il ne savait pas faire. Et en fait, à force d'où ce surnom, le touriste, je faisais faire à l'autre des fois ce qu'il n'avait pas envie de faire pour pouvoir mieux le contrer, mieux travailler. Ouais. C'était une autre approche technico-tactique par la force des choses, mais en attendant qui m'a permis d'avoir les résultats que l'on connaît. Et je suppose que cette stratégie, entre guillemets, c'était possible peut-être à l'époque, mais maintenant la boxe anglaise a beaucoup évolué depuis l'époque de vos débuts. Et je ne sais pas si maintenant... Bon, déjà, ça doit être... La boxe française, vous voulez dire. La boxe française, pardon. Et je pense que maintenant, ça doit être obligatoire dans les règlements d'avoir un homme de coin. Et en plus de ça... mais ça l'était déjà obligatoire. Ça l'était déjà. Oui, okay. Ça l'était déjà. C'est qui cherchait désespérément quelqu'un à chaque compétition. Et donc maintenant, quelqu'un qui se présenterait avec, disons, une personne de coin qu'il connaîtrait moins ou qui serait moins apte à le coacher pendant le combat, je suppose qu'il perdrait forcément, parce que la stratégie a beaucoup évolué ces dernières années, ou la tactique. Il perdrait pas forcément, mais tout dépend du niveau. Il n'aurait pas, c'est sûr, toute la confiance qu'il pourrait recevoir. Il part dans avec le coin. Un handicap très important. Oui, bien sûr. Après, tout dépend du niveau. Si on parle d'enfants, bon, on n'est pas déjà sur le même projet, mais si on part sur des catégories plus élevées, que ce soit en assaut ou en combat, sur des échéances aussi plus importantes, on peut aussi parler d'adaptation du boxeur. Si elle est élevée, il n'y a pas forcément de contrainte à ce qu'il perde parce que lui-même analyse son assaut ou son combat. Après aussi, tout dépend de la personne de coin. Si elle analyse assez facilement ce qui se passe sur le ring et comment la personne qu'elle coach réagit aussi, peut donner des conseils avisés. Ouais. Mais c'est quand même très difficile quand on est seul ou quand on est mal accompagné de garder une lucidité pendant le combat. C'est bien d'avoir un point de vue objectif sur le combat qui vient de l'extérieur. Encore faut-il que ce point de vue soit adapté à la situation. La relation entre l'athlète et le coach, il doit pas y avoir une feuille de papier qui passe, ça doit être une confiance absolue. Quand la personne qui est dans le coin donne une consigne, il est préférable de la respecter parce que sinon on va se trouver confronté à de grosses difficultés et une fois qu'on commence à perdre pied, c'est très très difficile de revenir dans le combat. J'allais presque dire qu'il est aussi difficile d'être athlète que d'être coach parce que il m'est arrivé de voir des coachs dans le coin hurler sur son athlète et vas-y. Et une fois, on a eu même droit à un gag où il y en a un qui lui a dit vas-y toi. Oui, effectivement, c'est une relation de confiance absolue qu'il faut instaurer. Et effectivement, au moment du combat, moi, ça me semble évident, mais peut-être pas pour les néophytes, il faut absolument écouter le coach. Et puis, bon, il faut que le coach soit bon dans son métier, hein, attention. Mais en général, il faut que l'athlète il ait une confiance aveugle dans son coach. Absolue. La confiance doit être absolue. Alors, ça nous amène justement, on parle des compétitions, aux grands événements de la boxe française qui sont peut-être pas connus du grand public. Quels sont les grands championnats, les grandes compétitions? Je suppose évidemment qu'il y a un championnat de France. Est-ce qu'il y a des championnats internationaux ou mondiaux? Donc la première étape, c'est du coup le championnat de France qui nous ouvre les portes une année sur deux sur le championnat d'Europe et le championnat du monde, qui a quand même de plus en plus une ampleur dans la discipline, ce qui nous a aussi ouvert
quelques portes sur les World Combat Games qui ont eu une conséquence un peu plus internationale. C'est quoi exactement ces World Combat Games? Ça concerne l'ABF, forcément, pour tous les champions du monde. Et ça leur permet d'accéder à une compétition qui est plus médiatisée que celle qu'on a l'habitude de faire. Ok. Et donc, si je comprends bien, bon, c'est un sport qui est évidemment beaucoup plus développé en France que dans le reste du monde, ça c'est évident, mais c'est un sport qui s'est diffusé aussi, donc il y a des championnats européens, il y a pas mal de clubs en Europe. Ça s'est développé au gré de nos déplacements et des stages sur lesquels on a été sollicité, notamment en Italie. Et la savate boxe française en Italie a eu un essor énorme, que ce soit chez les garçons comme chez les filles, avec de très très bons athlètes en Espagne, surtout en Hollande, parce que les Hollandais sont des fervents pratiquants de tous les sports de combat, que ce soit kickboxing, full contact, boxe thaï, la savate boxe française. Ils sont friands de tout ça. Donc en Hollande, il y a une grosse école de savate boxe française. Les Allemands s'y sont mis, les Anglais s'y sont mis, les Américains s'y sont mis, puisque j'ai eu la chance de faire France-États-Unis à Marseille. Donc ça a eu un développement, mais je pense que c'est l'attrait pour la discipline, c'est l'aspect, ce que je disais tout à l'heure, sur l'aspect technico-tactique, c'est pas de la bagarre. Ouais, c'est vrai que historiquement parlant, c'est d'abord les arts martiaux de bagarre, justement, pour reprendre le terme, qui se sont beaucoup diffusés parce que forcément ça attire le public. Et puis après, il y a des arts martiaux ou des sports de combat qui ont un peu plus de pédagogie, qui se sont diffusés dans un deuxième temps en disant non mais on n'est pas obligé de se mettre sur la gueule, on peut faire intelligemment les choses. On peut même se mettre sur la gueule intelligemment. Intelligemment, effectivement, ça c'est vrai. Effectivement, en Hollande, je sais par mes recherches que le karaté Kyokushinkai s'est diffusé très tôt, le judo aussi, donc c'est vrai qu'ils ont un attrait pour les sports de combat, les arts martiaux assez développés. Ce que vous avez dit à propos de l'Italie est très juste. D'ailleurs, j'ai vu ces dernières années quelques clubs qui commencent à émerger, donc c'est bien, ça prouve que ça peut s'exporter, c'est pas un sport typiquement français. Maintenant, est-ce qu'il y a différentes formes de cours qu'on peut donner en boxe française? Est-ce qu'il y a des cours qui sont plutôt adaptés, par exemple pour les enfants, pour les adultes? Est-ce qu'il y a des cours, par exemple, adaptés pour les personnes en situation de handicap? Il y a différentes formes de cours que vous proposez au club? Oui, il y a un panel assez large pour les enfants, forcément. On regroupe tous les cours par catégorie d'âge. Donc, il y a les enfants 6-10 ans, donc forcément débutants. Oui. Après, il y a les adolescents, les 11-16 ans, qui là, par contre, on a partagé en 2 catégories techniques, les débutants loisirs et les confirmés compétiteurs. Ok. Et pareil chez les adultes, à partir de 17 ans. Donc, ces 2 catégories d'âge-là sont séparées en 2 catégories de niveau. Oui. Donc, ça demande d'avoir un certain nombre d'adhérents, et je crois que votre club est l'un des plus performants de la région en termes de nombre d'adhérents. Vous avez combien d'adhérents à l'année à peu près? Alors, on a flirté avant Covid, on était plus de 600, adhérents. On était débordés par la demande. Le Covid est passé par là. Aujourd'hui, on est 300... Ah oui, donc il y a eu une baisse significative. 350. Non, ce qui est déjà honorable. Ce qui est déjà pas mal au regard des dégâts qu'a fait le Covid. Et on s'aperçoit que finalement la savate boxe française s'est déjà relevée par le passé d'un certain nombre de difficultés, et que les passionnés qu'on est, je suis pas le seul à être dans cette voie-là, mais les passionnés qu'on est font qu'on arrive à véhiculer l'image de la savate boxe française auprès de tous les publics, même les publics les plus réticents avec l'arrivée du MMA, par exemple, s'accordent à dire que la savate boxe française est une discipline, une magnifique discipline. Oui, d'ailleurs, pour connaître un petit peu le MMA, je pense que même les pratiquants de MMA ne sont pas
réfractaires à la pratique de la savate boxe française. Loin s'en faut. Ils utilisent les combinaisons, les tactiques, parfois les combinaisons pieds-poings. Il y a fort longtemps de ça, un pratiquant de, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, avant MMA, l'UFC, machin, etc., etc. Lors d'une rencontre à Marseille, on m'a dit « Franck, viens, il y a quelqu'un qui veut mettre les gants avec un compétiteur de haut niveau, etc. » J'étais en pleine bourre à cette époque-là, donc j'y suis allé. Je voyais bien, je le voyais s'échauffer, je le voyais bien parce que l'observation, c'est très, très important pour enregistrer un certain nombre de données. J'allais dire, on fait presque de l'informatique. Je l'ai vu faire et dans mon esprit, ça n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, ça, ils savent pas le faire. Ça, ils savent pas le voir arriver. Ça, ils l'enregistrent pas. Ça, le combat a dû durer 5 secondes. Première chose, il n'a pas vu que j'étais gaucher. Ce qui pourtant Mais ça, c'est un élément intéressant qui me semble venir de votre parcours. Vous avez acquis cette faculté d'analyse justement parce que normalement, c'est le rôle un petit peu du coach aussi. Et étant parfois livré à vous-même, peut-être vous avez dû justement apprendre par vous-même ces choses-là. C'est exactement ça. J'entendais les coachs parler à leurs athlètes, droite à gauche, t'es gaucher, fais ci, fais comme ci, fais comme ça, etc., etc. Et en fait, je me suis emprunt de tous ces champions, parce qu'il y en a eu plein qui ont influencé ma carrière, faute de coach à demeure. Quelque part, j'allais puiser un petit peu à droite, à gauche, chez des champions de la 30, de Richard Silla, de Robert Paturel, etc., etc. Chez les filles de Nancy Joseph, que Adeline connaît bien. On était contraints, forcés d'aller, je ne vais pas dire copier, mais s'inspirer de ce qui se faisait de mieux pour pouvoir pallier aux carences qu'on avait, que j'avais en tout cas. Et le gars du Ultimate Fight, pour moi, c'était une évidence. Il voulait saisir mes jambes parce que j'étais plus grand que lui. Je me disais, il va vouloir me prendre aux jambes, me faire tout ce que font le MMA, etc., etc. Il n'a pas vu que j'étais gaucher. Je l'ai promené un tout petit peu, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 5 secondes. À le faire déplacer, il s'est déplacé et il a pris ce qu'on appelle fouetter au foie. Et en général, c'est rédhibitoire. Et je crois qu'il y est encore. Vous avez participé d'ailleurs à un épisode il y a fort longtemps de Human Weapon avec un pratiquant de MMA. Il y a encore les vidéos, je pense, sur YouTube pour les gens qui veulent regarder, où effectivement, je pense que le fouetter au foie, c'était une arme, une de vos armes de prédilection. Elle est redoutable déjà avec la jambe avant d'un droitier, mais elle l'est d'autant plus pour un gaucher. Et oui, parce que c'est la jambe arrière, ça fait d'autant plus mal. Oui, on voit bien de quoi vous voulez parler. Je pense que lui s'en souvient encore aussi. Oui, c'est probable. Alors, on a parlé des différentes formes de cours, donc on a parlé des cours par catégorie d'âge. Est-ce qu'il y a des cours spécifiques pour les féminines, par exemple ? Non. On est tous mélangés, il n'y a pas de cours féminin, il n'y a pas de cours masculin, tout le monde tourne avec tout le monde, filles contre filles, garçons avec filles, garçons contre garçons. Il n'y a pas de... Par contre, vous avez aussi des cours de conditionnement physique réservés aux femmes, j'ai vu. Alors ça, c'est mon épouse qui fait ça, c'est du fitboxing, puisqu'elle est prof de fitness. Et on a couplé les deux. Elle est prof de boxe et elle nous a fait un mix des deux en créant le fitboxing. Donc c'est de la remise en forme et de la condition physique ? Et de l'apprentissage de la gestuelle de la boxe. Ok, d'accord. Parce qu'elle fait vraiment des enchaînements que nous, on pourrait reproduire sur le ring. C'est travailler, elle, de son côté, c'est aussi travailler... avec mon père, mais c'est vraiment des enchaînements reproductibles. Et ça a un succès phénoménal. Et c'est pas exclusivement réservé aux femmes. La seule chose qu'elle enlève, en fait, c'est l'opposition. Oui, c'est le contact. Parfois, les garçons ont un regard hautain par rapport aux filles féminines, et à leur capacité ou qualité en matière de combat. Là, c'est ça. Je vais raconter une petite anecdote où il y a un garçon, je dis allez, on fait assaut, et il me dit Franck, tu me mets avec une fille. Et fatalité, la jeune fille en question, c'était... D'accord, il est mal tombé. C'était Adeline. Et je lui dis
écoute-moi bien. Monte tes mains, ferme la bouche et déplace-toi. Je pense qu'il ne m'a pas écouté parce que je me retourne, je dis en garde, boxe, et j'entends je me retourne et là, il a pris une jambe arrière en pleine figure. Je ne sais pas s'il n'y est pas encore là, lui aussi. Mais maintenant, je pense que ça a évolué quand même, surtout ces 20 dernières années, parce que, bon, moi je suis plus dans les arts martiaux. En judo, l'équipe féminine française est monstrueuse, à un niveau très élevé. En boxe française aussi. En boxe française, même chose. En karaté, je vois aussi les filles, ça marche très fort, donc je pense qu'il n'y a plus trop de problèmes. Et donc la seule chose qu'on n'a pas parlé, c'est du sport adapté. Est-ce que c'est possible de faire de la boxe française pour les personnes en situation de handicap ? Alors, je vais dire oui, parce que fatalité, j'ai un de mes athlètes qui était valide, qui était compétiteur valide et qui a eu un grave accident et qui est en fauteuil, à qui j'ai dit, on va tester. Ouais. On va tester. Si tu as envie, on va essayer. Il n'y a pas de raison. C'est faisable. Il y a même une compétition qui existe ou quelque chose qui permet de s'exprimer en compétition ou pas encore ? Pour les personnes paraplégiques, en anglais, ou en tout cas toutes celles qui sont en fauteuil. En boxe française, c'est plus compliqué. Oui, il y a que les points qui fonctionnent. Et je crois qu'il y a dans la région justement Michel Gréco, que vous devez connaître, qui fait ça très bien, le handisport avec les fauteuils. Il donne un cours ou 2 par semaine, je crois. Et donc c'est faisable. Oui. Mais même chez nous, la personne, si je peux le citer, Frédéric Guigonis, qui vient s'entraîner, qui dépense une énergie et une envie permanente. S'il était, alors lui c'est encore pire parce qu'il l'était déjà compétiteur. Il se dépense d'une manière extraordinaire. J'allais dire, moi je suis toujours touché par. Il a gardé la flamme d'une certaine manière. Il a gardé la flamme, c'est exactement ça. On parle des compétitions, mais ça nous amène à parler des événements. Est-ce qu'il y a des événements, des grands événements de boxe française sur la Côte d'Azur ou même en France en général qui réunissent les pratiquants? Est-ce qu'il y a des stages à part les championnats, ce genre de choses? Pas vraiment. Ça c'est surprenant. Okay. Pas assez en tout cas. Pas de stage technique ou d'experts qui se déplacent Si. Alors, il y a des stages techniques, des stages d'été organisés par la fédération dans les différents CREPS, que ce soit le CREPS de Boulouris, où j'ai dirigé des stages pour les jeunes à Boulouris, mais il existe des stages au CREPS de Toulouse, au CREPS de Voiron, dans différentes auxquels tu as participé, etc. Des stages pour les équipes de France. Ouais. Donc il y a matière à pratiquer sous forme de stage. Et c'est plutôt destiné aux compétiteurs. Ouais, alors tous les stages qui sont organisés tous les ans, c'est souvent des regroupements justement avant les championnats internationaux. Pour tous ceux qui ont été champions de France et championnes de France, il y a plusieurs stages de regroupement dans l'année dans les CREPS nationaux, mais il n'y a pas spécialement de stage pour les amateurs, si je peux dire. Après, il y a dans certaines communes, dans certaines villes, des stages d'initiation où ils présentent la discipline. Nous, c'est vrai que dans le 06, on essaye le plus possible de promouvoir la discipline. Il y a eu, pendant quelques années, grâce à la ville, c'était Nice fête sa rentrée, où on avait un stand sur la prom et on essayait de faire valoir le sport. Mais c'est vrai qu'on pourrait développer un petit peu plus ce genre de choses. J'ai organisé par le passé des stages d'été à Oron, tout niveau. Donc ça permet effectivement soit aux amateurs, soit aux néophytes de pouvoir débuter. Tout niveau. Okay. Et ça a eu un certain succès sur l'activité boxe française. Et c'est là, c'est quelque part, c'est après ça que la réflexion du fitboxing est intervenue. On faisait des stages de fitness. Mon épouse faisait des stages de fitness et moi des stages de boxe française en altitude. Et c'était à la fois mélanger vacances et la pratique, et c'était ouvert à toutes et tous. Donc ça a eu un impact pendant de nombreuses années. Je pense qu'il y a 2 choses à mettre en parallèle. Il y a effectivement les stages de préparation, comme on a pour les équipes de France, où là c'est vraiment tourné vers la compétition. Mais c'est vrai qu'en karaté, en judo, en aïkido, dans les arts martiaux, on va dire japonais, ils ont cette tradition de faire des stages pendant les vacances d'été, des stages qui sont ouverts aux amateurs, aux pratiquants de loisirs. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à faire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'amateurs qui parfois voudraient pratiquer en
stage, que ce soit en vacances ou dans leur ville de pratique. Mais vous avez raison, parce que je m'en étais inspiré, parce que le judo dont est issu, c'est la Fédération française de judo qui a hébergé la Fédération de boxe française pendant un certain temps. Je me suis inspiré pour les activités d'été, les stages d'été à la montagne. Il y avait des stages de judo. J'ai dit pourquoi pas nous. Parce que ça permet déjà de garder un contact avec la pratique pendant les vacances. Et puis ça permet aussi souvent de faire venir un tel va au stage et puis son frère, son ami, son oncle, etc. Donc il y a souvent, ça permet de capter le public. Et puis ça permet aussi de démontrer, et je crois qu'il n'y a plus de démonstration. Alors vous avez fait très récemment, je l'ai vu passer, au musée du sport, une animation. La semaine dernière. Est-ce que vous pouvez en parler? C'est très récent. C'était un entraînement collectif avec des petits jeunes qui, grâce à la communication du musée du sport, sont venus. Et puis on a une ancienne et présente élève qui travaille là-bas et qui du coup a fait référence à nous. Force a été de constater, encore une fois, que la jeunesse, il y avait beaucoup de jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui pense que, s'imagine que t'as déjà fait, oui, fais-moi voir. Et en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec quelle que soit la discipline dont ils parlent. Et en fait, ils s'aperçoivent au fur et à mesure qu'on faisait le cours, puisque c'était une séance, mais c'est trop bien. J'en ai parlé avec les judokas qui rencontrent un peu le même problème. Parce qu'en France, on a une tradition aussi dans le judo. Il y a beaucoup de gens qui ont fait 1 an et demi de judo. Ils m'ont dit, oui, mais des fois, on fait des démonstrations. Il y a des gens qui viennent moi, qui nous disent, oui, moi, quand j'étais petit, j'ai fait 1 an, 6 mois. Et les gens, souvent, ne trouvent pas exactement ce qu'ils attendaient parce qu'ils pensent connaître. En fait, non seulement ils connaissent pas tout à fait, mais en plus, ils maîtrisent pas du tout. Ouais. Donc, effectivement, il y a un gros gap entre ce qu'ils croient pouvoir faire et ce qu'ils font effectivement. Bon, les enfants, je pense que c'est la génération de maintenant, ils voient tout avec les vidéos sur les réseaux sociaux. Ça. Ils imitent beaucoup à la maison, ils regardent beaucoup de vidéos. Alors là où moi je suis plus circonspect, pas négatif, mais circonspect, c'est quand je vois le manque de coordination, le manque de latéralité, le manque de compréhension. De conditions physiques aussi. Ne parlons pas de la condition physique parce que je voulais éviter le sujet. J'en ai parlé, j'ai fait une interview avec une prof de judo à Draguignan il y a 2 semaines là. Et elle m'a dit que la motricité était... Mais beaucoup de professeurs, même d'EPS, m'en ont parlé, ont dit que la motricité, ces dernières années, était en chute libre. Même le simple fait de faire une roulade en judo, c'est pourtant le... Puis les enfants, naturellement, normalement, ils se roulent par terre, etc. Il y a un repère dans l'espace qui est complètement perdu. C'est énorme. Il y a du coup des adaptations pédagogiques qui sont proposées par les fédés ou qui vous accompagnent ou pas du tout? Non, c'est nous en tant que professeurs... c'est sur le terrain, on s'en rend compte. C'est sur le terrain où on est confronté à la difficulté. J'allais dire, c'est énorme quand je dis à quelqu'un fais-moi voir ta main droite. T'es sûr de toi? Non, mais c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et ça, je pense que quelque part, il y a des carences au niveau scolaire. Et je suis pas sûr que ce soit que le scolaire. Non, pas que le scolaire, c'est les parents. Non, personnel aussi, enfin... Les parents, je sais pas moi, pour la main droite. C'est peut-être la sédentarité, parce qu'avant on avait une tradition aussi, l'évolution des sociétés, c'est-à-dire qu'avant les gens jouaient beaucoup dans la rue, on jouait au foot, on allait dans... Maintenant les gens sont très casaniers, très sédentaires, ils jouent aux jeux vidéo. Parce que la rue c'est dangereux. Les écrans, on fait beaucoup. Ouais, ils restent beaucoup à la maison et du coup effectivement ils ont moins d'activité physique générale, donc moins de motricité. Et effectivement, moi je le vois en karaté, en judo, dans les arts martiaux japonais, ils arrivent dans les clubs et il faut déjà leur apprendre à se mouvoir dans l'espace avant même de leur apprendre la discipline. Chose qui avant c'était inconcevable. On est confronté aux mêmes difficultés. Ce qu'il y a, c'est que ça demande une attention particulière. Ça prend un temps fou. Il faudrait faire presque une année 0 pour les enfants. C'est presque ça. Pour certains, oui. Ouais. C'est là, normalement, le rôle des fédérations, c'est de vous accompagner, si le problème est généralisé, de proposer soit des cours types, soit des... Est-ce qu'il y a des choses qui... Non, on s'adapte. Je crois que c'est les professeurs qui, au regard du public qu'ils accueillent, notamment chez les 6-10 ans, mais parfois même chez les 11-16 ans ou chez les adultes. Les 6-10 ans sont plus débrouillards que les 11-16 ans. Et j'allais presque dire que chez certains adultes, on n'est pas loin du compte. C'est pas une critique négative, malheureusement c'est un constat. C'est que toute
l'aspect éducatif qui part de l'école primaire au secondaire, au sport à l'école. Et c'est là que je m'insurge un petit peu. On a le collège et lycée Don Bosco qui est juste à côté. Qui est juste à côté. Il y a quelques années, et je l'ai fait pour ces demoiselles, créer une section sport-études boxe française qui a un succès fou. On pourrait penser, il y a la natation, la piscine est au-dessus de chez nous. On pourrait, nous on a presque autant de monde qu'eux. Ouais, donc ça marchait fort. Et du coup, est-ce que ça a permis de créer un noyau, un vivier de compétiteurs par la suite, de fidéliser? Oui, ok. Oui, donc c'est que ça marche bien. Parce qu'ils ont un peu le même système en sport-études judo au Parc Impérial. Tout à fait. Et ça marche comme ça doit marcher, c'est-à-dire qu'on les prépare et puis ils deviennent compétiteurs. C'est ça. Et il y en a qui découvrent la discipline, ils sont au club, mais ils n'ont pas un niveau exceptionnel. Et quand il me dit, est-ce que tu penses, Franck, que je pourrais faire le sport-études? Je dis, si tu es sérieux, oui, il n'y a pas de raison. Et je fais en sorte qu'ils puissent aller en sport-études et on voit le développement. Souvent, ça déclenche quelque chose. Sur le plan psychologique, ça déclenche une volonté de travail, une envie de travailler et de progresser. Puis il y a aussi une régularité qui s'installe entre les entraînements au club et les entraînements au collège. C'est sûr que ça permet d'aller plus loin. Maintenant, une dernière chose avant de devoir conclure, on arrive bientôt à 1 heure, c'est l'évolution de la boxe française ces dernières années. Est-ce qu'il y a des grandes évolutions, que ce soit dans le sport lui-même, en termes de communication? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre, par exemple, les moments de j'allais pas dire de vos débuts, mais entre la fin des années 90 et maintenant on est en 2025, est-ce qu'il y a des évolutions techniques ou des choses qui ont beaucoup changé? Non, pas d'évolution. On ne peut pas parler d'évolution technique, mais par contre, l'image de la savate boxe française, on a été une génération dorée. Je citais tout à l'heure les noms d'athlètes, de très grands athlètes comme Richard Sylla, Robert Paturel, Nancy Joseph et d'autres, et j'en passe, et des meilleurs, qui ont été la vitrine de notre discipline. Aujourd'hui, ils sont peut-être un peu moins connus. C'est surtout sur le plan de la discipline. On voit vraiment une progression. Et en termes d'image, je pense que là aussi, il y a quelque chose à copier des arts martiaux traditionnels, entre guillemets. C'est-à-dire que les grands champions ont une image assez forte tant qu'ils sont compétiteurs. Mais après leur période de compétiteur, il y a souvent un gap, une retombée assez terrible. Alors que, en judo, en karaté, comme il y a les grades et qui sont considérés par leur père comme des maîtres, ils donnent souvent justement des stages, même dirigés vers les néophytes. Et du coup, ils conservent une aura, ils conservent une image qui peut même parfois aller croissante. Je pense par exemple à Jean-Pierre Lavorato en karaté. Oui. Lui a été compétiteur il y a fort longtemps maintenant et qui conserve quand même une image de maître puisque, à force de proposer des stages chaque année régulièrement, mais il continue à se faire connaître. Et en judo, même chose pour les grands judokas français. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui... Ah, mais je suis entièrement d'accord. J'allais presque dire, j'en suis quelque part la preuve, dans le sens où le Nice Boxing Team Franck May, en matière de savate boxe française sur la côte, on n'a plus besoin... Oui. Même au niveau national. Même au niveau national. On n'a plus besoin de faire de publicité. Oui, c'est vrai que même moi, ne pratiquant pas, quand j'ai pensé boxe française, il me faut quelqu'un, j'ai tout de suite pensé à votre club. Bon, après, il faut que je sois honnête, j'ai pratiqué la boxe anglaise juste à côté il y a quelques années, donc je connaissais le club. Voilà. Mais effectivement, oui, là, il y a quelque chose à faire en termes d'image et puis aussi en termes de carrière, peut-être pour les anciens compétiteurs, compétitrices, parce que je vois d'un point de vue extérieur que les carrières des sportifs s'arrête parfois net avec l'arrêt de la compétition, alors qu'il y a un après qu'il faut pouvoir prévoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a un après qu'on peut faire valoir, comme vous disiez, de faire des stages, d'aller plus à la rencontre des débutants ou même de ceux qui ont un niveau un peu plus important. C'est déjà un petit peu le cas sur certaines personnes, certains athlètes qui continuent de faire ça en France, à développer bien sûr, parce que c'est très intéressant. Après, les jeunes gardent toujours en tête ceux qu'ils préfèrent, ceux qu'ils admirent, etc. Donc, il y a quand même des noms qui restent, que ce soit sur l'ancienne génération ou même la nouvelle. Parce qu'il y en a plein qui deviennent entraîneurs ou qui montent leur club sur ceux qui étaient jeunes. Après, en termes de carrière, vu qu'on ne peut pas en vivre, en tout cas, pas aujourd'hui, pas encore. Alors... Je parle en tant qu'athlète. Il y a une objection, mais... Je parle pas en tant que gérant d'une structure, mais vraiment en tant qu'athlète de haut niveau, on ne peut pas en vivre. Les sponsors sont pas assez développés, il n'y a pas assez de... Alors, il y en a quasiment pas.
qu'il n'y a pas une image suffisamment importante. On n'est pas assez médiatisé, il n'y a pas assez de ressources pour les athlètes pour vraiment en vivre. Alors moi, j'y vois une inversion de la cause à la conséquence. Je pense que justement, la cause, c'est qu'il n'y a pas assez d'événements autres que la compétition ou proposés par d'anciens. Bien sûr, après, c'est un cercle vicieux. Il n'y a pas assez d'événements, il n'y a pas assez de visibilité, il n'y a pas assez d'investissement, que ce soit de la part des athlètes, que ce soit de la part des structures ou même de la Fédé. Il pourrait y avoir plus. Forcément, il y a beaucoup de choses à combler. Après, sachant ça, chacun de notre côté, on prévoit une reconversion en même temps que notre parcours. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi parce que ça a été mon cas. J'ai préparé mon diplôme en même temps que toutes mes compétitions, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un vrai travail. Et j'ai arrêté ma carrière, mais... Elle a dit vrai travail quand même. J'ai entendu. Mais je dis ça vraiment en tant qu'athlète. Je parle pas comme lui qui a monté sa structure et qui vit de son club. C'est vrai que de vivre du club et de vivre de sa carrière de compétiteur, effectivement, c'est très différent. Ça, on s'entend. Vivre de la boxe française en tant qu'athlète, c'est pas jouable. Par contre, et j'allais presque dire, j'en suis un exemple vivant. Je vais pas raconter ma vie dans les détails, mais moi, je travaillais à l'hôpital, j'étais le roi du monde. J'étais titulaire, fonctionnaire, etc., etc. Et un jour, j'ai dit, c'est pas ça que je veux faire. J'ai ouvert mon premier club, dans un club de judo, justement. J'ai ouvert mon premier club, et c'est allé crescendo, et j'en ai fait ma profession. En passant les diplômes nécessaires, en ayant les résultats que j'ai eus en compétition, je me suis construit une image et une réputation de quelqu'un de sérieux, de quelqu'un de pédagogue, etc., etc., qui fait que je vis de mon club depuis 30 ans. Est-ce que vous pensez que c'est faisable pour quelqu'un qui n'aurait pas votre parcours avec vos succès en compétition, d'ouvrir un club par exemple en province ou dans le centre de la France, quelqu'un qui serait simplement professeur et qui n'aurait pas été par exemple un grand champion, est-ce que c'est possible ? Bien sûr que c'est possible. Là, on va surtout chercher les qualités pédagogiques, les qualités techniques et les qualités de respect de l'autre. Là, on est sur des rapports humains. La savate boxe française permet justement de rapprocher les gens pour qu'ils puissent se combattre, mais au sens propre du terme. C'est une école de la vie. Et je crois que vous proposez, ou vous avez proposé aussi une chose, du matériel ou des choses nouvelles pour l'entraînement en boxe française. J'ai vu ça passer, mais j'ai pas eu le temps de m'y attarder. Alors, c'est une invention. On a nommé le Picasso by Franck May. Okay. Parce que c'est sorti de ma tête. D'accord, donc c'est une sorte de structure de frappe ? Oui, c'est un outil d'entraînement qui vise à reproduire un peu comme le sac. Mais en assaut. En assaut, parce que c'est un piquet qui est amovible avec les 3 cibles, donc qui concernent les jambes, le corps et la tête, avec un socle qui permet de ne pas faire basculer la structure, mais où on ne peut pas mettre de puissance. Okay. C'est fait pour contrôler justement les coups et être très précis et rapide. Oui, donc c'est toute la logique de l'assaut, c'est de toucher sans se faire toucher. C'est ça. Et comme c'est un art, j'ai voulu faire un petit brin d'humour, comme c'était un piquet pour l'assaut, pour faire référence à Picasso. Sur ces bonnes paroles, donc on va pouvoir conclure. Donc merci en tous les cas d'abord d'avoir pu parler un petit peu de boxe française avec nous pour faire connaître la discipline auprès du public. Merci à vous de nous avoir invités. Et je rappelle aux auditeurs, si jamais vous voulez vous intéresser un petit peu plus à la boxe française, vous pouvez retrouver la team Franck May à Nice, juste à côté de la salle Jean-Bouin. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez tous les liens vers la barre de description. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. 1, 2. N'hésitez pas à suivre Franck May sur les réseaux sociaux, tous les liens seront dans la barre de description. Et retrouvez également tous nos ouvrages sur notre site internet www.budo.fr.